Yeah. Podcast. Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire et qui donne la parole aux personnes qui n'ont pas l'habitude de l'apprendre. Ici, je connais les thématiques, mais je découvre les histoires de mes invités en même temps que vous. Des sujets qui divisent aux vérités qui dérangent. Tout ce qu'on souhaite dans ces échanges, c'est donner l'opportunité à des voix de résonner. Alors, ouvrez vos esprits, car ici, on déconstruit, on s'interroge et on repart différemment. C'est ça, le podcast. Et d'ailleurs, le podcast part en tournée en septembre et en octobre 2026. 5 dates sur la sexualité autour de thématiques différentes pour vivre un moment unique et sans tabou. La billetterie se retrouve sur mon compte Instagram, le podcast, et aussi sur mon compte Instagram à moi et dans la description de cet épisode si vous le regardez sur YouTube. Et maintenant, place à votre épisode. Aujourd'hui, dans le podcast, nous abordons un sujet sensible et malheureusement bien trop présent dans nos vies, le harcèlement. Avant de plonger au cœur de cet épisode, je tenais à m'adresser directement à vous, qui peut-être êtes concerné de près ou de loin par cette réalité. Si vous êtes victime de harcèlement, que ce soit à l'école, en ligne ou au travail, sachez que vous n'êtes pas seul. Parlez-en autour de vous, trouvez une oreille attentive et faites-vous aider. Vous pouvez appeler le 3018, qui est le numéro national, unique et gratuit pour appeler en cas de harcèlement et de cyberharcèlement. Que vous soyez un élève harcelé, un témoin, un professeur ou un parent inquiet, des professionnels sont là pour vous écouter et vous accompagner. Car oui, c'est aussi ça l'ADN du podcast, partager des témoignages, briser le silence et avant tout sensibiliser pour changer les choses. Quand on est enfant ou adolescent, l'école devrait être un lieu d'apprentissage, d'amitié et d'insouciance. Pourtant, pour Antoine, elle était synonyme de moquerie, de coups et d'une peur au ventre qui l'accablait chaque matin. Les violences s'accumulaient, le silence s'épaississait, jusqu'à ce que son corps et son esprit lâchent. Hospitalisation, tentative de suicide, il fallait fuir l'intolérable. Pour survivre, Antoine s'est réfugié dans un monde parallèle dont il nous ouvre les portes aujourd'hui. Dans cet épisode du podcast, Antoine raconte le harcèlement qu'il a subi et comment son double lui a littéralement sauvé la vie. Salut Antoine. Bonjour Juliette. Comment ça va ? Ça va, super, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Avec plaisir. Désormais, pour cerner un peu plus nos invités et comprendre qui ils sont, je leur pose à tous la même question. Quelle est ta plus grande fierté ? Je pense que c'est mon parcours, c'est là où j'en suis et être ici aussi, c'est une sorte de victoire. De pouvoir exprimer son histoire. Avant, j'en parlais pas, donc et là, je le fais volontiers. Pour démarrer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, etc. Alors, je suis né en Normandie, je suis un Normand de Rouen, donc rouennais. Et ensuite, mes parents ont déménagé en Picardie, je crois que j'avais l'âge de 6 ans, à Beauvais, là où on connaît que l'aéroport et la cathédrale. Exactement. Mais c'est pas une fierté, l'aéroport, honnêtement. Okay. J'ai vécu jusqu'à ma vingtaine, là où j'ai commencé mes études supérieures. Mais c'est là où mon histoire a commencé véritablement, disons, les soucis ont commencé. Et aujourd'hui, j'habite Paris depuis à peu près 7 ans après avoir fait des études plutôt en Bourgogne-Franche-Comté, à Besançon. Okay. Et après, j'ai même fait un tour du monde pendant mes études, donc j'ai quand même pas mal vagabondé. Aujourd'hui, Antoine a 31 ans et je suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle Mayday dans l'accompagnement en financement participatif. Ok, voilà. Génial. C'est quoi le souvenir le plus lointain que tu aies dans ta mémoire ? Le plus lointain que j'ai dans ma mémoire, c'était justement à Rouen, en Normandie. Donc, en fait, j'habitais face à chez mes grands-parents. Ce qui est complètement atypique, vraiment. Il y avait une rue et la maison d'en face, c'était mes grands-parents. Trop pratique. Et c'était génial parce que ce souvenir le plus lointain, c'est quand mon grand-père venait me chercher à l'école. Et ce qui était une chance parce que je crois qu'avant, on pouvait prendre sa retraite un peu plus tôt. Donc, j'ai pu en profiter, ouais. Ça, c'est ton plus vieux souvenir que ton grand-père venait te chercher à l'école ? Bah, tout à coup, j'en ai un autre encore plus vieux qui remonte. Toujours en Normandie, mon père avait une maison à Colombage et moi, j'avais un petit tracteur en plastique rouge. Je crois qu'il y avait des vaches dans le jardin et moi, je disais à ma grand-mère, est-ce qu'on peut manger des fleurs ce soir ? Et en fait, c'était des salades parce qu'on peut accueillir des salades dans le jardin, ouais. Ok. Comment ça se passait avec tes parents ? C'était quoi la relation que vous aviez ? Plutôt une bonne relation. Après, j'avais une relation, disons, fusionnelle avec ma mère. C'est vraiment un pot de colle collé tout le temps à ma mère, à tel point de l'assister dans ses essayages en magasin, lui dire bon, le verre, ça te va plutôt bien, non, cette association, etc. Mais en fait, on va dire que j'ai plutôt été couvé, et ce qui m'a, au final, enfin, c'était pas une de mauvaise volonté de sa part, mais ce qui m'a pas arrangé par la suite.
Mais sinon, non, la relation était plutôt saine, Ouais, ils plutôt bonne. étaient aimants, tu sentais Ouais. vraiment qu'il y avait de l'amour et du soutien. Même si on nous a pas appris à beaucoup communiquer dans notre famille, et il y a un amour, mais il est pas On se disait je t'aime? très rarement. Ouais, Ouais, ok, donc c'est le type de famille où on se le dit pas, mais tu le sens. ouais. Tu sens qu'il y a ce truc-là d'amour, mais ok. Comment ça se passait avec les autres enfants de ton âge quand tu étais à l'école maternelle et un peu après à l'école primaire? Alors l'école maternelle, j'ai vraiment de vagues souvenirs, mais par contre, je peux te parler de Mmh. l'école primaire. Mmh. L'école primaire, ça se passait bien au début, mais c'est là où j'ai très vite senti que j'étais un enfant différent. Mmh. Différent dans le sens où, déjà, j'avais des difficultés scolaires. OK. Alors j'étais pas bête, mais je voyais que j'étais différent aussi par rapport aux autres, parce que là où leur préoccupation, leur passion, c'était plutôt le foot, en tout cas pour les garçons, Mmh. le foot ou je sais pas, les Power Rangers ou j'en sais Ouais, rien. ouais. Et ben moi, c'était pas du tout ça. Alors je regardais des dessins animés, ok, mais je regardais Capital sur M6. OK. J'étais plutôt intéressé par la politique. D'ailleurs, j'étais incollable en éducation civique. Mais à quel âge? En primaire. Ah ouais. Je suis très mauvais sur les années, les âges. OK. Ouais, enfin primaire, c'est quoi? C'est 6-10 ans, quoi? Ouais, mais Ouais. en fait, j'avais en tout cas une maturité Ouais. précoce, et pareil, je traînais plus avec les filles que les garçons. Ouais. Ouais, Donc toi, tout ce qui j'étais, était, jeu de foot, de bagarre et de c'est moi qui vais gagner et j'étais pas le roi de la castagne, Ouais. pas du tout, OK. au contraire. Et l'école, ça t'intéressait pas trop? Je sais pas, honnêtement, mais en tout cas, c'était pas ma passion, et si je pouvais en sortir, j'en sortais, quoi. Ouais. Ouais. Mais donc toi, tu regardais Capital. C'était ton truc. À 7 ans, le gars, il Carrément. regarde Les Capital. reportages sur les pyramides. Ouais, ça te passionnait, quoi. Ouais. Et tes parents, ils te laissaient faire, Bah oui, parce qu'on va pas reprocher à un gosse de s'intéresser et de prendre les devants. Mais ouais, c'est vrai qu'avec du recul, Ce que je comprends, c'est que tu te sentais, toi, différent. Est-ce que tes parents voyaient qu'il y avait une différence? Est-ce que toi, tu leur en parlais? Est-ce que tu leur disais: «Je comprends pas, moi, je m'intéresse à ça et j'ai pas envie de jouer au foot» et cetera? Ou alors, tu parlais pas forcément? c'était pas gênant pour moi, mais je Ouais. pense que eux ont vu quelque chose de gênant à un moment, et c'est pour ça qu'on m'a emmené, je crois, à un CMPP. Je saurais pas te traduire ce que c'est, Ouais. mais en tout cas, j'avais un psychologue Ah. là-bas. Au début, j'avais une femme et j'étais très content d'avoir une femme en face de moi. Je lui faisais des petits dessins de château, et je pensais que j'étais super beau en dessin, alors pas du tout. Ah, mais ils t'ont amené voir une psy, alors? Ouais, et au début, ça se passait super bien et tout, et un jour, on m'a changé de psy, et c'était un mec, et un jour, je sais pas, il me revenait pas, ce type. Je me suis enfui du bureau, et mon Ah, c'est père, je toi crois, qui as qui fait ça? m'attendait en bas, est parti, je pense, en pensant que la séance était terminée, alors que bon, la fin était, Mais donc d'accord, ils ont quand même eu cette démarche de te faire aller voir quelqu'un et tu as fait combien de séances de psy? Tu te souviens? je sais plus, mais ça a duré un petit peu quand même, OK. peut-être 1 an, hein. Ouais. Est-ce que cette différence, elle te posait problème dans tes relations avec, les autres enfants de ton âge, du coup? À un moment, ouais, je pense, parce que je pleurais facilement. Je sentais que mes difficultés commençaient à être un peu montrées du doigt, parce que, enfin, en tout cas, on pouvait pas le cacher, parce que même la maîtresse, et c'était de bonne volonté, m'avait mis en duo avec un camarade qui s'appelle Mourad Chan, qui m'aidait justement sur mes exercices, des choses comme ça. Donc, je me OK. sentais aussi assisté, quoi. Mais pour bien comprendre, parce que juste le fait que t'aimes pas faire la bagarre et jouer au foot, c'est pas ça qui fait de toi quelqu'un de différent? Si. Ah ouais? Si, parce que tu partages pas les mêmes choses, et tu vois, quand ils jouent au foot, moi, j'ai pas envie de jouer au foot. Et Oui, mais en fait, c'est juste, je me dis, c'est parce que t'aimais pas le foot et tout ça, qu'on va te faire voir un psy, que tu vas avoir, du soutien? Ou c'est parce que aussi c'est un mélange de tout, je ouais, c'est pense, parce tu qu'à vois. l'école, tu suivais pas trop, ouais. Non, c'est un mélange de tout, et peut-être que, d'ailleurs, je te dis que ça vient de mes parents, mais peut-être que ça a été recommandé par la maîtresse, par Ouais. l'institution en elle-même à l'époque, ouais. Et toi, tu te rendais compte de cette différence-là ou alors c'est vraiment les autres qui pouvaient, pointer ça du doigt? C'était pas flagrant à cette époque-là. Ouais. Tu sais, moi, j'avais quelqu'un pour m'aider, ok, Ouais. très bien. Et la prise de conscience, elle est arrivée plus tard? Est-ce que tu pourrais te rappeler un petit peu de cette période-là? Ouais, elle est arrivée au collège, parce que le collège, c'est un peu la cour des grands, hein. Dès que tu y Ouais. arrives, Oui. et tu vois vraiment un écart se dessiner, parce que là où le monde est tout petit, Oui. d'un coup, le bâtiment est beaucoup plus grand déjà, tu vois. Les couloirs sont immenses, alors que Ouais. ton école est toute petite, Complètement. toute Et là, mignonne. t'étais dans un collège ou dans un collège-lycée? J'étais dans un collège, OK. mais un grand collège à Beauvais. Et ensuite, c'est là où j'ai remarqué que j'avais été couvé par ma mère, parce que aller au collège, c'était comme affronter le monde, le vrai monde Oui. en soi. Ouais. Et c'est là où tout a commencé dans mes ennuis, et là où j'ai détecté ma différence, parce que je voyais bien qu'on me provoquait, et que
j'avais rien à répondre, j'avais aucune défense, j'avais pas de bouclier, j'ai pas été préparé à ça. En fait, pour moi, le monde, il était, je sais pas, il était gentil. Ouais. En même temps, je trouve ça assez normal qu'on ne nous prépare pas à ça. Tu vois, au Mais en tout fait cas, que j'avais le sentiment que les autres étaient beaucoup plus préparés que moi, beaucoup plus ah, armés. Et moi, j'avais vraiment l'impression, tu vois, c'est comme si t'arrivais dans un aéroport et que toi, t'avais plein de valises et moi, j'ai rien, tu vois. ouais, je comprends. Oui, tu avais pas les armes, quoi. Ouais. Tu me dis ce que tu en penses, mais moi, je me dis en même temps, je sais pas si j'ai forcément envie d'apprendre que potentiellement, on va embêter mon fils plus tard. Ah, mais je suis d'accord. Tu vois? Ouais. Donc quelque part, je trouve ça normal aussi de pas te enfin, tu vois, de pas te mettre Carrément, ces ouais. trucs-là. Mais du coup, toi, c'est au collège où tu as senti que ça y est, tu arrivé dans le grand bain et que tu as senti que les problèmes commençaient à Ouais. arriver? Je veux bien que tu m'en parles un petit peu de ça. Ouais, carrément. Bah, en fait, moi, j'étais avec un ami qui était avec moi en primaire, qui s'appelle Florent. Et Florent, c'était vraiment l'intello de la classe. Lui, on le voyait vraiment arriver avec des énormes perspectives de carrière déjà. Et du coup, j'étais au premier rang, donc j'avais aussi cette étiquette d'intello, alors que je l'étais pas du tout. Ça te plaisait d'avoir cette étiquette-là Je ou m'en pas? foutais, franchement, je m'en foutais. Moi, j'étais avec mon ami, Ouais. j'étais content de me retrouver justement dans cette classe avec mon ami, parce que bah, les amitiés sont un peu pulvérisées Bien sûr. à ce moment-là, sont éclatées. Mais ouais, j'ai vu que déjà, j'avais cette étiquette d'intello qui m'arrangeait pas. En plus, c'est vrai que j'avais une gueule de champion. Et en fait, ouais, ce qui m'est arrivé, c'est que très vite, j'ai été provoqué. En fait, c'est comme si on testait Ouais. on testait et moi en fait j'ai bien vu que bah quand on me provoquait j'étais pas capable de répondre, tu vois. Avant ce qu'ils se disaient c'est victime victime victime, Et on te disait ça? ouais, et on me disait dis que t'es une victime, sinon bah on me défonçait. Et en fait, pour aller plus loin dans mon propos, en fait j'étais à un moment celui qu'on attendait dans le couloir pour le défoncer gratuitement et physiquement, tu vois. OK. Où on me créait des histoires aussi. Je me souviens, il y a une nana qui s'appelait Alexia qui avait dit à son mec, bah, il m'a touché les seins, je crois, au cours de sport. Mmh. Autant dire, à cet âge-là, moi, franchement, j'avais aucun attrait pour Ouais. quiconque. En Oui, fait, oui, c'était bah, pas mes préoccupations ouais, tu as 11 d'avoir ans, quoi. quelqu'un dans ma vie. Mmh. C'était même hyper précoce pour moi. Mais le décalage, il se creusait parce que ben, là où d'ailleurs, t'en as, ils se vantaient beaucoup de dire ok, toi, t'es puceau, moi, je le suis pas. Et ils se Oui. baladaient avec des préservatifs dans les sacs. Après, maintenant, avec du recul, c'était peut-être juste pour se vanter de quelque chose qu'ils n'avaient pas fait, Sans doute. sans doute. Mais du coup, moi, j'avais déjà l'impression d'avoir un retard sur ma sexualité, alors que, en étant adulte, Ah! pour moi, il y a aucun Non, retard. Tu fais ce pas que du tu veux tout. de ta vie. Ah Mais, oui, bah mais ouais, on m'a donc créé des histoires. Et cette nana, pour y revenir, eh ben, elle a dit ça à son mec. Et son mec m'a attendu à la sortie du collège pour me défoncer. Donc, ah ouais. j'étais celui qu'on attendait dans le couloir ou à la sortie. J'étais la cible facile. Mmh. Et cette différence, j'arrivais pas à la cultiver. Et puis à l'époque, on parlait pas d'harcèlement scolaire comme aujourd'hui. Tu vois, ces deux mots, harcèlement scolaire, on le dit pas. Il y avait, au début de l'épisode, t'as introduit avec un numéro. Je crois même qu'il n'existait pas ce numéro à Sans l'époque. doute, ouais. Sans doute pas. Mais moi, j'étais même pas conscient. Enfin, j'étais conscient qu'il y avait un problème, mais je pense qu'à force, je pensais que c'était moi le problème. Et ouais. Quand t'es arrivé au collège, pour revenir un petit peu juste à Ouais. cette période-là, t'es avec ton pote Florent, t'es content d'être avec lui, etc. On te prête l'intention d'un intello, why not, on s'en fout, au moins Ouais. t'es avec lui. Et petit à petit, tu sens que t'es en décalage parce que on te dit que t'es une victime. Toi, tu commences à croire que t'es une victime à ce moment-là? Ah bah, en tout cas, manifestement, je suis devenu parce que Mmh. quand tu te prends des coups, Ouais. Ouais. en tout cas, au début, je l'étais pas, quand on me le disait, mais après, je suis devenu, et c'est là où on me faisait répéter, dis que t'es une victime, sinon, tu te reprends des coups, quoi. Et tu le disais, du coup? Bah ouais, je le disais. Puis en fait, c'est de l'intimidation permanente, comme on m'a collé un tatouage Malabar, alors comme ça fait rire, mais je l'ai gratté, ça m'a fait une plaque sur le cou, enfin parce que tu voulais forcément pas te balader avec ton tatouage, Parce que enfin quelqu'un t'a mis un tatouage Malabar sans que tu le veuilles, ouais. et ça t'est resté, et t'as essayé de le frotter, c'est ça? Ouais, ouais, exactement. Ou comme on m'a éternué dans les cheveux, j'étais plein de morve dans les cheveux, j'ai demandé à une prof de sortir, elle voulait pas, tu vois. T'es même pas aidé. En tout cas, moi, j'étais pas aidé par certains profs. Après, d'autres voyaient qu'il y avait un truc, ils en parlaient, mais le CPE, Ouais. je crois, faisait pas grand-chose à l'époque. Ouais. Et ton copain Florent, tu lui en parlais ou t'as pas de souvenir Et de il ça? le voyait, mais il était désolé Ouais. de la situation. Ouais. Mais il y pouvait rien, mais il savait pas quoi faire non plus. Tu y allais à reculons à l'école? Ah ouais. Ouais. Ouais, j'y allais la boule au ventre. Ouais. Ouais. Est-ce que tes parents, ils voyaient, ils savaient à ce moment-là ce qui se passait? Bah, à un moment, ils ont fini par savoir, je pense, parce que je pense que le collège les a alertés, Tu penses? Ou t'es sûr de ça? je pense.
Je suis à peu près sûr parce qu'à un moment, ils m'ont demandé si ça allait, etc. Enfin, ils me jaugeaient beaucoup plus. Mais moi, j'étais pas capable de parler. T'arrivais pas à leur dire je subis ça, il se passe ça? Non. Tu sais pourquoi avec le recul? Ouais, je pense savoir pourquoi. C'est qu'on est une famille qui nous a pas vraiment appris à Oui, ce que tu communiquer. disais au début. Et puis même, il y a ce qu'on t'injecte dans la vie, ce dont tu entends parler. Et tu vois, mon père, moi, c'est le profil. Il nous disait souvent, bon, bah moi, quand j'arrivais dans un nouvel établissement, j'en frappais un. Et comme ça, tout le monde me foutait la paix. Okay. Et c'était vrai. Et puis, mon père, il avait cette image de... Enfin, ma mère, elle en rigole souvent en disant c'était Don Juan, quoi. En gros... Et moi, je voyais bien que j'étais pas du tout ce modèle dont on me parlait. Et du coup... Et t'avais pas envie de devenir ça? Ça, j'en sais rien. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, non, pas forcément. Mais en tout cas, j'avais honte de ce que j'étais par rapport à ce qu'on m'avait décrit de mon père. Et... Ah, tu te sentais un peu en marge vu que lui, c'était un peu le donjon. moi, j'avais toi, honte d'être la tapette quand lui était le bagarreur et le roi de la cour. Enfin, en gros, tu vois. Ouais. Ok. Concrètement, quand tu dis que tu prenais des coups, c'est qu'il y avait des réelles violences physiques? Ouais, c'est se faire tabasser. Hein. Tu peux m'en parler un petit peu? Tu te prends des droites dans la gueule et tu finis au sol à te prendre des coups de pied. Enfin, ouais, c'est les vraies violences physiques. C'était quotidien? Non, c'était pas quotidien, mais en fait, on peut dire que c'était quotidien parce que ça pesait quotidiennement. Quand on t'attend une fois au fond du couloir, enfin, ou dans un escalier, bah, tu sais pas ce qui t'attend au fond du couloir. Et du coup, bah, en fait, tu dis qu'à tout moment, tu peux te faire défoncer. En fait, la violence psychologique, là, elle est là au quotidien. Carrément, ouais. Mais c'est les violences physiques qui sont là un peu moins souvent, mais ça n'empêche que, après, ça arrive au moins une fois par semaine. J'ai plus la fréquence, mais en tout cas, c'était tellement violent pour moi que... Ouais, en fait, tu le mélanges peut-être avec... Ouais, c'est très mélangé, et puis ça te laisse des traces. Enfin, des traces... dans les deux sens du terme. Dans les deux sens du terme, ouais. Est-ce que tes parents, ils voyaient justement ces traces-là? Non, ils voyaient pas. Ils voyaient pas, mais je pense qu'à un moment, quand je me scarifiais, à un moment, et je pense qu'ils ont commencé à le voir, mais je pense qu'ils le disaient pas. En fait, avec du recul, je sais pas ce qu'ils voyaient et ce qu'ils ne voyaient pas, parce qu'on communiquait pas. La scarification, ça arrivait vers quel âge? Genre plutôt 6e ou plutôt à la fin du collège? Non, à la fin. À la fin, là où il m'arrivait plus grand-chose, en réalité. Ouais. Ok. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. De quoi? Ça s'est tassé. Ouais. Est-ce que c'était souvent les mêmes personnes qui faisaient ça? Ouais, c'est les mêmes. Et j'ai les visages, j'ai les noms, j'ai tout, tu vois. Et d'ailleurs, maintenant, je me demande ce qu'ils deviennent. T'as pas regardé? J'aimerais... Si, j'ai regardé, mais j'aimerais qu'ils voient ce que je suis devenu. Comme quoi, rien n'est écrit et que... Bah, la tapette, elle peut les avoir dépassés, tu vois. Enfin, dépassés, si tu fais ce dont tu as envie quand tu te lèves, c'est tout ce qui compte. Mais quand je vois les parcours, je suis plutôt fier, tu vois. Comment il réagissait le personnel du collège? Bah, soit il réagissait pas, ou soit il prévenait, mais ça donnait pas grand-chose, quoi. Et tes amis, pareil? Bah, t'en as qui prenaient ma défense, mais ça avait pas vraiment de succès. Ouais. Donc en fait, du coup, tu te taisais, quoi. T'en parlais pas à tes parents, t'en parlais pas à tes amis, t'en parlais pas au CPE. Ouais, parce que je pensais que c'était moi le problème. Ouais. Alors du coup, c'était quoi le problème? Là où en primaire, ne pas jouer au foot, machin truc, limite on s'en fout. Bah là, pour le coup, il y a vraiment un vrai fossé qui se croise entre eux et moi, parce qu'il y a un vrai décalage. Moi, j'ai pas de sujet avec eux, tu vois. Du coup, je suis complètement à côté de la plaque. En soi. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de connivence, t'es leur victime favorite. Mais donc ça veut dire que toi, tu te disais, je mets des guillemets, hein, genre j'ai mérité ça. Ouais, à ce point-là, ouais, c'était vraiment toi. C'est grave, c'est grave de dire ça, mais j'en suis venu à ce cheminement-là dans ma tête parce que, par manque de recul... Enfin, je voyais personne autour de moi reconnaître qu'il y avait un problème. Donc, t'as l'impression d'être le problème. Ouais, c'est ça. Et en même temps, ce qui est un peu paradoxal, c'est que personne reconnaissait ça et en même temps, t'en parlais pas. Donc, c'était aussi compliqué de... Ouais, exactement. J'ai ma part aussi. Ouais. Alors, tu n'as pas du tout ta part de responsabilité quant à ce harcèlement, mais ta part de responsabilité, comme on a tous nos parts de responsabilité dans les histoires, mais se dire, j'aurais pu peut-être en parler, tu vois. Et je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Mais tu vois, effectivement, avec du recul, je me suis toujours dit, mais pourquoi tu n'en as pas parlé ? Parce que je savais pas en parler, par quoi commencer, à quel moment.
Non, je sais pas. Est-ce que t'en as parlé un jour à tes parents, même adultes? Maintenant, c'est un sujet, mais tabou en soi. Ok. Mais ils savent ce qui s'est passé. Ils savent. Dans Par les contre, détails, s'ils écoutent ce podcast, je pense qu'ils peut-être comprendront plus. tu vas leur envoyer? Je sais pas, en vrai, c'est... même ça, tu vois, je sais même pas comment je pourrais l'envoyer, peut-être de manière un peu lâche sur WhatsApp. Mais jamais autour de la table, je serais là, Ouais. j'ai fait un podcast dessus. Et pourquoi pas? Parce Pourquoi que pas? je comprends que mais tu sois pas dans une famille où on parle beaucoup. Moi, je me dis juste, tu vois, on vient de nos familles où si notre famille, c'est on parle pas, on se dit pas les choses, et que ça te touche pas et que t'es OK avec ça, il y a pas de sujet. Mais si tu sens que t'as besoin de dire des choses, que t'as besoin d'être entendu, que tout ça, why not? je sais pas si j'ai besoin de leur faire passer des messages. Après, c'est peut-être des clés de compréhension à leur apporter. Et je pense maintenant, ça peut être pas mal qu'ils comprennent parce que ça a pas été simple pour eux. Parce que ça m'a envoyé à l'hôpital. Enfin, ça a eu plein de conséquences. Ah ouais. Alors, on en reparlera Ouais. après. Ok. Juste au collège, est-ce que ça a eu des répercussions sur ton travail à l'école? Ouais, carrément. Parce que, en fait, j'étais élève moyen. Donc, tu vois, 11, 12, 13 de moyenne. Ouais. Mais sans trop pousser, tu vois. Le moyen qui procrastine un peu, qui fait pas trop d'efforts. Donc, ça veut dire que j'en avais dans la soute, en gros, mais je faisais rien. Ouais. Et en fait, tout ça a fait que j'étais moins studieux, que j'étais complètement désintéressé par les cours, parce que j'étais dans une peur permanente. Et tu vois, je suis tombé à les 6 de moyenne. Et ce qui faisait que j'étais en échec scolaire complet. Et ce qui a fait que, alors je sais pas si c'est pareil maintenant, c'est toujours d'actualité, mais le brevet des collèges à l'époque, c'était contrôle continu et le passage de l'examen. Et en fait, je savais en allant passer l'examen que j'avais pas mon brevet. Ah oui, d'accord. Donc ça servait limite à rien d'y aller. Bon, j'y suis allé pour faire plaisir à mes parents, mais je savais que je ne l'avais pas. Tu vois, là aujourd'hui, j'ai un master 2, mais j'ai pas mon brevet. Mais limite, ça fait son effet de le dire, tu vois. Oui, bien sûr. Mais même ça, tes parents, du coup, que tu sois passé de 13 de moyenne à 6 de moyenne, tes parents, ça les a pas alertés? Bah si. Ouais. Si, et puis moi je racontais n'importe quoi sur mes bulletins ou je sais pas quoi, en disant le prof il a pas été sympa. Je sais pas quel genre de baratinage je sortais à mes parents, mais ça y allait. Hein. Et en même temps, peut-être que t'avais pas envie non plus de leur en parler, vu que ce que tu disais tout à l'heure, que ton père il faisait un peu le loupard, le Don Juan de moi je tape quelqu'un et en fait là c'est l'inverse. Peut-être que t'as pas envie non plus d'en parler à ton père. Ouais. Peut-être. Comment ça se passe ton entrée au lycée du coup? Est-ce que ça continue le harcèlement ou ça se calme? Non, ça se calme parce que c'est un autre établissement. Alors, quand même te dire que j'ai fait aussi des choix. Parce que le fait de pas avoir son brevet, d'avoir un 6 de moyenne, ça t'emmène pas là où tu veux, tu vois. C'est vrai. Et en fait, moi, j'avais quand même une certaine lucidité à l'époque de me dire, ok, je vais pas aller en général, de toute façon, je peux pas. Mais je me suis dit, va dans un lycée professionnel. Et je me suis dit, en fait, ça va te permettre de faire des stages. Et c'est ce qui m'intéressait. Je me suis dit, va faire des stages, ça va te décoincer, parce que j'étais complètement coincé, j'étais un timide maladif. Et je me suis dit, va faire des stages, va au front, ça va te décoincer. Et je me suis dit, professionnellement, je pense que j'arriverai à m'épanouir, à montrer de quoi je suis capable. Donc j'ai choisi un bac professionnel dans la vente. Après, j'ai choisi ça un peu par défaut, parce que je voyais mon père. Mon père, il est commercial dans le soudage. On va dire que c'est un peu l'élite du commerce, en gros, dans l'industrie. Et en fait, je le voyais avec son beau costard, sa belle voiture de fonction. Tu l'admirais un peu? Ouais, je l'admirais vachement. Et toujours, d'ailleurs. C'est un modèle. Parce que lui, il n'avait pas de diplôme, il était soudeur. Ensuite, il est devenu commercial, il a commencé à bien gagner sa vie. Il s'est battu. Et on n'a pas eu des périodes faciles dans notre famille. Donc voilà, je suis d'une famille très moyenne, qui était voire même un peu pauvre à un moment. Mais en tout cas, c'était mon modèle. Je me suis dit, tiens, partir dans la vente, comme ça, moi, j'aurai peut-être un beau costard, une belle voiture aussi. Donc, j'ai fait ce choix-là. Et je suis arrivé au lycée, alors, dans une zone, c'était un peu la cité de la ville, mais attention, sans arrière-pensée. Et en fait, t'avais tous les bacs professionnels, les formations CAP pour devenir menuisier ou plombier ou un tas de choses. Et en fait, non, moi j'avais pas de problème, je me sentais toujours différent, ça s'est toujours baladé à côté de moi, cette différence. Tout se passait bien, mais en fait, c'est là où aussi tout s'est réveillé pour moi. C'est-à-dire? Je sentais quand même le regard des gens sur moi. Même s'il m'arrivait plus de violence physique ou verbale, je sentais le regard des gens. Et j'ai l'impression que ce regard des gens était persistant. Toujours sur moi. Persécutant, quoi. Ouais, persécutant, exactement, c'est le mot. Et tous les matins, je devais passer dans un couloir immense, très profond.
Et ce couloir, il me rendait malade. J'ai l'impression que tout le monde me regardait. Tu sais, c'est comme si tu faisais un défilé demain. Oui, oui, Et oui. que t'avais tout le monde là autour et toi tu passes, pop, pop. Et moi j'ai l'impression que tout le monde me Et alors, regardait. c'était une impression ou tout Ouais, le c'était monde une te regardait? impression, c'était carrément une impression. Parce qu'évidemment, il y a des regards, mais les gens, honnêtement, ils ont pas grand chose à foutre de toi, ils parlent avec leurs amis, etc. Oui, et puis au lycée, tu commences un peu à te la péter, à t'habiller, peut-être que Ouais. tu regardes un peu les gens, etc. Mais peut-être que ça s'arrêtait là. Mais sauf que toi, c'est... Ouais, Mais moi, c'était maladif. Je me disais, tous les regards sont sur moi et ça me rendait malade. J'avais l'impression qu'on parlait de moi, qu'on me montrait du doigt, qu'on me ciblait, que ce regard était persécutant. Et en fait, un jour, c'était en terminale. Donc, je prends le bus de ma ville pour monter au lycée. Monter, parce qu'il y avait une grosse côte. Et en fait, je pleure dans le bus. Je m'arrête pas à l'arrêt. Je vais jusqu'au terminus. Il fait demi-tour. Je rentre chez moi. Et je me mets sous ma couette pendant des jours à pleurer. Et c'est là où tout allait mal, parce que c'est là où j'avais envie de me suicider, quoi. Alors que de la seconde à la terminale, tu ne dis plus de harcèlement scolaire, Ouais. mais tu te sens persécuté, tu rentres dans une forme de psycho, je sais pas si c'est le bon terme, Ouais, c'est ça. et du coup, tu pleures Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu repenses à ce qui s'est passé au collège? Ou alors c'est parce que tu as peur qu'il t'arrive quelque chose le lendemain? Est-ce que tu te fais des films en disant, lui, il m'a regardé comme ça? C'est tout ce que tu viens de dire. Ouais, c'est... ok. Finalement, c'est... ouais, tu te fais une psycho. Ouais. C'est un monde dans ta tête qui est le mauvais. Ouais. Et ce monde fait des dégâts. Et tu crois que t'es toujours une victime à ce moment-là? Ouais. Ouais, t'as toujours Ouais, ce regard carrément. sur toi. Donc tu commences à te scarifier en terminale, c'est ça? Ouais, dans ces eaux-là, ouais, je pense, ouais. Est-ce que tu te souviens d'un truc, tu vois, où t'as commencé à le faire? Je me Pourquoi tu souviens l'as pas, fait? mais en tout cas, je pense que c'est un mal-être. Et tu vois, il y a même pas d'explication de pourquoi je l'ai fait, c'est je l'ai fait. Ouais. Tu vois, Quand tu le faisais, tu pensais à quelque chose? ça me faisait du bien, je crois. Mm. Ouais, ça me faisait du bien de me voir saigner, de suivre ces blessures, de les cacher. C'était mon secret à moi, c'était ma manière d'évacuer. Ouais, de souffrir, d'exister en Ouais. même temps. Ouais, exactement. Ouais. Tu l'as longtemps fait? Non, pas longtemps. Non, mais je l'ai fait, mais pas longtemps. Ouais. Est-ce que ça a été plus loin que la scarification? Ouais, parce que tentative de défenestrage, donc là on est dans la vraie tentative de suicide. Mes parents là étaient à mon chevet plusieurs jours quand j'étais rentré du lycée parce qu'ils voyaient bien. Mais là je me rappelle d'un truc là tout à coup, c'est, tu vois, pareil, ça m'avait pas aidé, on m'avait racketté peut-être Quand un ça? an avant Au collège? au lycée. Ok. J'ai eu un tout nouveau téléphone. Alors, à l'époque, le téléphone, c'était pas aussi waouh qu'aujourd'hui. Mais je me rappelle, dans la rue, on m'a dit, est-ce que t'as l'heure et tout. Et moi, comme un con, je sors mon téléphone, j'ai l'heure et hop, on me le prend et je me prends une droite dans la gueule. Et ça te rend encore plus vulnérable. Évidemment. Là, tu te dis, mais putain, avant, c'était au collège, maintenant, Non, c'est dans la rue. Ouais. Ça Quand est-ce que ça s'arrête va quand, t'arrêter? tu vois? Ça s'arrête quand, ce truc? Mais oui, en tout cas, mes parents étaient à mon chevet quand ils ont vu que j'étais rentré et pendant des jours, j'en pleurais sous ma couette. Ouais. Et là, ils ont cherché une solution parce que je mangeais pas, j'allais plus me laver. Après le fait que tu te sois fait racketter. Ouais, je pense que c'était quelques mois après ça. Ouais. Ouais. Ok. Et en fait, mes parents étaient dans une incompréhension totale. Ils savaient pas quoi faire. Parce que pareil, tu parlais pas? Je parlais pas. Tu leur expliquais pas? Je parlais pas. Ils ont vu que tu t'étais scarifié? Je pense, encore une fois, je sais plus ce qu'ils voyaient, ce qu'ils voyaient pas. Mais en tout cas, là, ils se disaient, mais il faut faire quelque chose. Et c'est là où j'ai fini à l'hosto et je m'en souviens, ils ont appelé les pompiers. Vraiment Mais t'as fini à l'hôpital pourquoi? pour la tentative de D'accord, suicide, c'est suite à ça, ok. Ouais. Tu peux m'en parler de ça? Ouais, bien sûr. Je sais pas pourquoi je l'ai fait et je sais que c'était pas une bonne chose, mais c'était comme si c'était une solution pour moi, tu vois. Pareil, ils comprenaient pas. Enfin, je me souviens, ils savaient pas quoi dire au téléphone, tu vois, parce que t'es dans cette situation de parent où on te forme pas à ça. De toute façon, on te forme pas à être parent tout court. Non. Et moi, j'avais aucune volonté de les aider aussi, de leur dire ce qui s'était passé. Et je me souviens même, les pompiers sont arrivés. Moi, je voulais pas les suivre et je leur ai sorti des conneries en disant, je ne vous suivrai pas dans vos festivités ambulancières ou je sais pas quoi. J'aurais sorti, mais je sais. Et le mec a fini par me faire comprendre. Tu viens ou sinon on te force, tu vois. Ouais, ok. Je me souviens dans l'ambulance, c'était bien passé. La nana me disait, ouais, je suppose qu'il y a des trucs qui te passionnent. Elle m'avait apaisé. Mais après, ouais, t'arrives à l'hosto,
Ouais, c'est par un contre, tu sais pas autre. quand tu ressors. Et j'étais en pédiatrie, j'avais 18 ans. Ouais. Ça, je me souviens parce que ça m'avait marqué d'avoir 18 ans et d'être en pédiatrie. Tu vois, la pédiatrie, Oui. pour moi, c'est les bébés. Ouais. Mais en fait, non, c'était vraiment à la frontière, à la limite. Et tant mieux, parce que j'aurais pu finir en hôpital psychiatrie, ce qui m'est pas arrivé. Et là, je pense que ça aurait été Un autre truc, ouais. un autre délire. Mais ce qui m'a marqué, c'est que je suis arrivé, les fenêtres étaient verrouillées. Au début, tes couverts sont en plastique. Pareil, on m'a mis des psys. Mais les psys, pareil, là j'avais une femme, j'ai parlé. Après, on m'a foutu un homme, j'ai parlé pas. On se regardait vraiment dans le blanc des yeux. Ah, tu parlais Et pas on aux passait 30... alors, ça avait l'air interminable. On passait 30 minutes ou 1 heure. Rien. Comme ça, rien. Tu sais pourquoi, avec le recul, pourquoi les femmes et pas les hommes? Je sais que je suis beaucoup plus à l'aise avec les femmes. Ça te rassure plus, peut-être Je saurais même pas te dire pourquoi. Et peut-être qu'un homme, enfin, peut-être aussi bêtement que parce que tu t'es fait harceler par des hommes. Ouais, Et certainement. que du coup, peut-être les hommes, ça te renvoie à un truc. Ouais, effectivement. Ouais. Peut-être parce que ton père, tu l'as idolâtré. Peut-être ça n'a aucun rapport. Mais peut-être que les femmes, du coup, tu y vois plus de douceur et plus de compassion. Ouais, et tu sais, même maintenant, avant, quand j'étais dans une grande boîte et que je recrutais, je faisais pas exprès, mais il y avait que des femmes dans mon équipe. Et même maintenant, tu vois, dans ma boîte, si je recrutais, parce que je suis tout seul pour l'instant, mais une stagiaire, une alternante, tu vois, c'est plutôt féminin. Ouais, je préférais. Ouais. Cette tentative de suicide-là, c'était pour toi le seul moyen que ça s'arrête? Ouais. Ouais, mais en même temps, tu vois, je l'ai fait, mais sans le faire, parce que j'ai reculé. Mais j'ai Alors, quand même... c'était chez toi? Ouais, c'était chez moi. Ouais. T'habitais à quel étage? Premier étage. Okay. Mais tu vois, honnêtement, j'ai fait une tentative de défenestrage sans trop y croire. C'était un appel au secours. Et je l'ai fait en reculant. Donc, je me suis pas jeté. Mais comment ça s'est stoppé? C'est toi qui as stoppé? Je crois que mes parents m'ont faussement rattrapé ou je sais pas quoi. Enfin, c'est très flou pour moi parce que toi, tu vois devant, tu vois pas derrière. Mais c'est eux qui t'ont pris pour te... Ouais, mais j'aurais pas sauté. T'aurais pas. J'avais pas les couilles de le faire. Même malgré toute la douleur, tout ce que j'avais en moi, je pense que j'avais pas les couilles de le faire. Quand t'es arrivé à l'hôpital, t'es resté combien de temps? Je suis resté 2-3 mois, ouais. Ah ouais, D'accord, je pensais que t'allais me dire 2-3 jours. Non. 2-3 mois. Ah ouais, incroyable. Ouais. Pourquoi si longtemps? Parce que déjà, je m'exprimais pas, donc ça m'a pas aidé à sortir. Ouais. Et je crois que je voulais rester aussi. Je voulais rester parce que... Tu te sentais en sécurité? Ouais, déjà. Et je pense que j'en voulais à mes parents. Donc du coup, je voulais pas rentrer déjà. Pourquoi t'en voulais à tes parents? Parce que je comprenais pas la décision qu'ils ont prise. Maintenant, je la comprends complètement. Tu vois, c'était désemparé. Qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est un... Ah, tu leur en voulais t'avoir amené à l'hôpital? D'accord. Ouais, c'était une volonté de me protéger, évidemment. Mais aussi, j'avais honte vis-à-vis de mes parents. J'avais honte, mais vraiment, 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 et à tel point que, tu vois, quand il y avait les pompiers, j'ai demandé aux pompiers de dire à mes parents d'aller dans le jardin et qu'ils me voient pas partir, tu vois. Je voulais pas qu'ils aient cette image, mais j'ai bien vu qu'ils m'ont vu partir parce qu'ils étaient contre la fenêtre du jardin. Donc voilà. Mais j'avais honte de laisser cette image, d'être comme un déchet, de laisser cette trace-là. Mais ouais, je voulais rester à l'hosto parce que, par contre, je voyais bien que ça me soignait. Ça m'a vachement apporté, mine de rien. En fait, je me suis soigné en voyant les autres. En fait, je voyais que les autres, ils étaient pires que moi. Ah, okay. Ouais, et bon, c'est pas... je vais pas m'en réjouir, pas du tout. Non, mais ça te faisait du bien, peut-être. Mais je me disais... ça m'a fait reprendre du recul en me disant... Mais il y a tellement pire que toi. Ouais. Et en fait, j'avais des nouveaux... En fait, j'étais dans une chambre en duo et j'avais des nouveaux voisins de chambre de temps en temps. Et je m'étais fait des amis. Et je voyais, il y en a une en pleine nuit, tentant qu'elle... D'ailleurs, sa mère lui amenait des boîtes de conserve, je sais pas pourquoi, parce qu'on donne à manger quand même. Et elle s'est scarifiée, mais elle s'est... Voilà, c'est pas de la scarifiée, c'est complètement ouvert les veines avec les boîtes de conserve pendant la nuit. Du coup, ça courait de partout dans les couloirs et tout. Là, déjà, tu te dis, ok, moi, je suis pas un step à ce point-là. Ouais. Et après, t'avais pas que des maladies psychologiques, on va dire. T'avais aussi d'autres choses. Et il y en a une, ça me touchait vachement parce que, en fait, des fois, tu la voyais et des fois, tu la voyais pas. Elle était isolée dans une chambre où t'avais tout un périmètre où il fallait faire attention pour qu'il n'y ait pas de microbes. Elle était dans une bulle, etc. Et ça m'a marqué en me disant... Tu sais ce qu'elle avait ? Non. Mais en tout cas, tu avais vraiment plein de choses différentes dans ce service. Et je voyais bien, même en regardant les bras d'une amie qui s'appelait Kim, et même son histoire était touchante. Elle avait été adoptée et elle essayait de se comprendre. Et elle se comprenait pas. Elle cherchait ses parents, en gros, et c'était son mal-être à elle. Tu vois, elle n'était pas pour autant harcelée,
mais c'est son mal-être à elle. Et en fait, tu vois, ce qui m'a aidé, c'est que là-bas, tout le monde a un problème. Ouais. Et t'es comme les autres. Et quel que soit ton problème, y a aucun jugement. Donc là, t'es pas différent. Ouais, t'es pas différent. Et ça aide. Oui. Tes journées, elles ressemblaient à quoi à l'hôpital? Pleine d'ennuis, mais avec du recul, pas tant que ça, parce que tu vois, j'ai eu l'appendicite à 31 ans l'année dernière, et là, je me suis vraiment ennuyé. Ouais. Alors que là, bon, j'avais des amis en soi, et on se baladait dans les couloirs, on pouvait parfois aller dehors en étant encadré, je crois. Mais on avait, je crois, une école dans l'hôpital. Mais bon, moi, à mon niveau, ils n'avaient pas grand-chose à me donner, je crois, parce que les personnes hospitalisées étaient beaucoup plus jeunes. Je crois que j'étais le vieillard, si je puis dire, à 18 ans, le patriarche du service. T'étais censé être en terminale? Ouais, j'étais censé être en terminale. Donc tu n'as plus été en cours pendant 3 mois? Ouais, 3, même plus, en réalité. Ouais. Du coup, là-bas, tu voyais des psys, t'as d'abord vu des femmes, et puis pareil, les hommes, pas trop? Ouais, des pédopsychiatres, je crois. Ouais, et la première, je lui parlais, et le deuxième, bon, dans le blanc des yeux, vraiment, il n'y avait rien qui passait, qui filtrait. Et t'es revenu avec une femme après, ou pas? Non. Donc du coup, le travail psy t'a pas vraiment aidé? Moi, j'ai jamais été... Enfin, je comprends maintenant pourquoi des gens vont voir des psys, mais moi, je me suis jamais retrouvé en ça. Après, je dis pas que je le ferai jamais, mais en tout cas, non, le travail psychologique... Ça t'intéresse pas, quoi? En fait, moi, j'ai toujours été moi-même la clé, je pense. Bah avec un psy, t'es toi-même la clé, hein. Ouais, oui, c'est vrai. Après, t'as plein d'approches différentes. Ouais. T'as des coachs, t'as des psys, t'as des psychiatres, t'as des... t'as 12 milliards de trucs. Et en fait, ce que je trouve intéressant, tu trouves pas toujours la bonne personne. Moi, j'en ai vu plein. Mais parce que ma mère est psy, donc peut-être que j'ai besoin aussi, tu vois, de machin. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu vas raconter des choses que tu peux raconter ailleurs, mais tu les racontes pas de la même manière. Et surtout, t'as une oreille qui te connaît pas, qui te juge pas, et à qui c'est son métier. Ouais. Donc genre, je te dis n'importe quoi, genre j'ai mis un pantalon bleu le jour de machin, pourquoi bleu? Et après tu vas dire putain, mais bien sûr le bleu, parce que ça me fait penser. Et ça tu fais des liens, tu vois. Donc moi je trouve ça très intéressant, mais en effet c'est pas un travail qui va... Mais franchement, la clé elle ne vient que de toi, c'est juste un support, tu vois. Mais tu vois, aujourd'hui moi je consulte personne parce que déjà j'ai peur de pas trouver la bonne personne. Il y a une question de feeling, parce que tu vomis un peu dessus ta vie, tu vois. Et ensuite... Mais ça se trouve. C'est cher en plus. De ouf. Ça, de ouf. Mais, je te dis pas pour que t'ailles en voir un ou une. Déjà, ça se trouve, moi j'ai mis du temps à trouver la bonne, on va dire. Mais c'est comme quand t'es en couple, tu vois, tu peux mettre du temps à trouver la bonne personne. Mais c'est cher, oui. Par contre, tu peux aussi dire, franchement, moi j'ai pas ton budget, meuf. J'ai pas 50 € à mettre, j'ai moins, et parfois il y en a qui acceptent. Ouais, j'en ai entendu parler de ça. Ouais. Dans cet hôpital, est-ce que t'étais sous antidépresseur? Non, pas du tout. J'avais pas de médicaments, et tant mieux parce qu'on m'a pas shooté, quoi. Donc au final, un travail psy, pas tant, pas trop de médicaments, t'as des amis, et en fait, ça t'a fait du bien de te sentir pareil que les autres. Ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure, où t'as moins de problèmes que les autres, peut-être ça te ramenait à un truc de waouh, il y a pire. Ouais, carrément. C'est ça qui t'a aidé. Ouais. Comment ça s'est passé le retour au lycée? Déjà, le retour au lycée, il a pas été évident. Déjà, avant de retourner au lycée, il a fallu que je retourne chez moi. Et en fait, j'en voulais à mes parents. Et j'arrivais pas à leur parler, toujours pas. Et je me souviens, j'ai passé plus d'1 an dans ma chambre. J'arrivais pas à descendre en bas, à leur parler. Et en fait, on m'amenait à manger devant ma porte. Comme un taulard, quoi. Enfin, c'était moi qui m'étais... Auto-taulardisé. Taulardisé, ouais. Mais, pendant 1 an après l'hospitalisation? Ça a duré très longtemps, ouais. Mais alors, pendant cette année-là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas au lycée? Alors, je suis retourné au lycée parce qu'on m'a facilité... au début, on m'a fait un retour en douceur. Et ça, franchement, j'en ai toujours été hyper reconnaissant quand même. Parce que je suis pas fan de l'école en soi. Mais en fait, ils ont tout mis en œuvre pour que je puisse revenir tout doux. C'est-à-dire, au début, je reprenais pas mon emploi du temps à la lettre. On m'injectait quelques cours. T'as fait une adaptation, quoi, comme on fait à l'école pour les enfants. Trop bien. Et des fois, j'avais même des cours en tête-à-tête avec le prof. Trop bien. Et du coup, ça veut dire qu'on mobilisait des gens juste pour moi, tu vois. Ça te faisait du bien, ça? Ouais, je me disais, on fait des choses pour moi. Là, on n'en a pas fait avant, tu vois. Et tu vois, j'étais en terminale, donc du coup, passage du bac. Année quand même charnière. Et en fait, j'avais une revanche à prendre. C'est que tout le monde pensait que je n'aurais pas mon bac. C'est qui tout le monde? Mes parents, y compris, ou tout le monde dans mon entourage, aussi les gens. Et moi, je m'étais dit, non, il faut pas que j'ai mon bac. Il
il faut que j'ai le bac avec une mention. Ah ouais, tu t'étais foutu Ouais. une... Ok. Mais j'ai toujours eu la rage de vaincre. Parce que ma mère était... Tu vois, moi j'ai un père hyper optimiste. C'est tu vas y arriver, machin, bats-toi. Et il en est... il le dit, il le fait. Tu vois, il l'a fait. Alors que ma mère, elle est très pessimiste. Ok. Ce qui me met aussi dans une bulle d'office dans ta vie. Tu vois, ma mère, elle veut pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Et quand je te dis très pessimiste, c'est comme t'as ton train à prendre, et ben elle te dit, tu l'auras pas. T'es en retard. D'accord. Et du coup, toi, tu pars avec ça te fout la rage. Ouais. T'as qu'une envie, même s'il faut taper un sprint en étant plein de transpi, en ayant train, tu l'auras ton train. Ouais. En fait, j'entendais ma mère parler à ma grand-mère au téléphone. Les maisons sont très fines dans le nord, tu vois. Et j'entendais ma mère dire à ma grand-mère, il aura pas son bac. Il aura pas son bac. Et ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue. T'étais en colère? Non, c'était pas de la colère, mais par contre, ça me donnait une rage d'envie et de réussir. Et tu lui disais pas, mais comment ça, je vais pas avoir mon bac? Bien sûr que je vais l'avoir. Dans ma tête, c'était ça. Oui, mais tu lui disais pas. Non, je le disais pas. J'étais pas censé avoir entendu. Et en fait, je me suis vraiment battu, mais on m'a aidé à me battre parce que tu vois, t'as une prof, elle m'a coaché comme si j'étais le meilleur cheval de son écurie, poulain, tu vois. Ouais, son poulain. Et elle me donnait plus que les cours particuliers qu'elle devait me donner. Et je me rappelle, on avait ce qu'on appelait, j'étais en bac pro vente, on avait un oral de prospection. Elle s'est dit, il peut y arriver et il faut que je l'aide. Trop bien. Elle sait que j'en suis très reconnaissant parce que je lui écris encore maintenant tous les ans, je lui envoie un petit mail pour lui dire où j'en suis et tout. Et en fait, grâce à elle et à moi aussi, parce que je me suis bien battu, et j'ai tout défoncé. J'ai fait une des meilleures moyennes de l'oral du lycée. Ça. Et après, mon bac, si tu veux tout savoir, je l'ai eu avec mention assez bien. Donc mention. Tu voulais une mention, tu l'as eu. Et tout le monde était estomaqué. Ouais, tu dis estomaqué parce qu'au final, ta mère, elle était hyper négative. Du coup, c'est un peu comme si ta famille, elle te tirait un peu vers le bas. Est-ce que tu avais l'impression, tu ressentais qu'au-delà de ta maman, il y avait d'autres personnes de ta famille qui étaient pas très soutenantes? Ma maman, elle me soutenait, mais c'est comme si elle savait pas vraiment soutenir en réalité, tu vois. Alors que mon père, par contre, lui, était vraiment dans les starting blocks et tout. Et tes grands-parents? Mes grands-parents, du côté de ma mère, ils m'ont vraiment beaucoup soutenu. Ça a même été un refuge. Quand j'arrivais pas à être chez mes parents, j'allais chez eux. Enfin, chez ma grand-mère, parce que mon grand-père est parti assez tôt. Par contre, les grands-parents du côté de mes parents... Du côté de ton père? De mon père, pardon. J'ai coupé les ponts avec. Et encore maintenant. Parce qu'en fait, à l'époque, tu vois, c'était moi qui installais les ordinateurs dans ma famille. Et j'installais tout, tu vois, la suite Office, MSN. Et MSN, tu vois, quand je suis revenu de l'hôpital, ma grand-mère m'a envoyé un message dont je me souviendrai toute ma vie, c'est « Tu nous déçois ». Et pareil, tu sais, dans ma famille, on m'envoie... Mais c'est quoi? Tu nous déçois, parce qu'en fait, j'étais l'élève... Bien que j'étais moyen, j'étais modèle. J'étais tout gentil, machin... J'étais pas chiant, tu vois. Et je les ai déçus. C'est dur. Ouais, c'est dur parce que tu comprends pas. Tu comprends pas, en fait, c'est tout sauf qu'on devrait te dire, c'est pas un discours à tenir. Et ça m'a fait mal. Et puis pareil, eux, ils étaient du genre à t'envoyer un chèque à Noël, à l'anniv, à machin. Un jour, j'ai eu un chèque avec une carte postale à côté et la carte, elle disait joyeux anniv, même si on sait qu'il sera pas joyeux, tu vois. Ah, allez, super. Et là, je te dis, c'était ma seule rentrée d'argent quand j'étais ado. Ces petits chèques de mes parents, de mes grands-parents, etc. Et je l'ai déchiré. J'en voulais pas. C'était de l'argent sale pour moi. Pourtant, ça me faisait vraiment chier parce que... mais en même temps, ça te touche, quoi, forcément. Et à partir de là, j'ai coupé les ponts. Et ils ont jamais retenté Depuis, mon grand-père a disparu de ce côté-là. Et ma grand-mère, je sais qu'elle a la volonté de me revoir. Et on a failli se recroiser sur un mariage et j'étais pas contre si ça se passait. Mais ça s'est pas passé. Après, je suis quand même hyper rancunier de ça. Je peux comprendre parce que je pense qu'il y a plein de choses qui se mélangent en toi aussi. Et que vu que t'avais pas de soutien nulle part, t'avais peut-être ressentir d'en avoir un peu de ta famille. Ouais, et puis ils ont grossi le problème, je trouve, tu vois, au lieu de me soutenir, même ma cousine. Non, mais ils ont pas cherché à savoir ce qui allait pas, parce que juste tu nous déçois. C'est intéressant de savoir peut-être comment ça se fait que son petit-fils, il est peut-être pas très bon. Peut-être tu vois, même ma cousine que j'avais pas vue, je l'ai pas vue pendant des années parce qu'on a quelques embrouilles familiales dans ma famille, par fierté, par ego, voilà, et j'en ai aussi, je prends ma part. Et en fait, ils avaient tenu un discours à ma cousine
ton cousin, il est malade, il est fou. Ah ouais. Et ma cousine, je la remercie, je pense qu'elle écoutera ce podcast, elle écoute tout ce que je fais. Elle a eu cette distance de se dire, moi je vais pas les écouter, je vais me faire ma propre idée, tu vois. Elle est venue me voir à Paris et tout, et on a rattrapé le temps perdu. Aujourd'hui, on s'écrit, on se voit souvent et tout. Enfin voilà, ouais. Podcast. Pendant cette période du collège et du lycée, est-ce qu'il y avait des choses qui te faisaient plaisir dans la vie? Ouais, j'avais un monde parallèle. Alors au collège, je me suis mis sur une communauté en ligne qui s'appelait Abo Hotel. Ça me dit quelque chose. T'avais des pubs sur M6, W9, et en fait, tu vois, la pub, concrètement, elle te disait « Deviens populaire, fais-toi des amis, deviens riche ». Et en fait, moi, j'étais sur ce jeu, et c'était une communauté virtuelle, donc c'était un refuge virtuel pour moi. Là où, tu vois, je me sentais honteux, je me sentais rien dans ma vie réelle. Mais en fait, ce jeu, c'était un véritable refuge parce que chacun venait avec ses problèmes. Mais il les disait pas forcément. Moi, je me vantais pas. D'ailleurs, je disais pas que j'avais du harcèlement scolaire et tout. Mais c'était quoi le concept de ce jeu? Tu crées ton appart avec des mobiles, autrement dit des mobiliers, de la monnaie, etc. Ah, c'est genre les Sims? Ouais, en gros, c'est ça. Mais sur un navigateur, on va dire. Pas un jeu sur une console. Ouais. Et tu faisais du troc, tu participais à des concours. Tu rencontrais tes voisins. Ouais, et moi, je m'étais fait plein de potes, mais de toute la France. Il y avait beaucoup de monde sur ce jeu-là? Ouais, t'avais à peu près 20 000 connectés en simultané à l'époque. Ouais, c'était la grande époque du jeu. Aujourd'hui, t'as peut-être 200 ou 300 personnes. Ouais. Ah, ça existe encore? Ouais, ça existe encore. Ouais. Au début, j'étais rien. J'y jouais avec mon frère. Il y avait un jeu du frigo, je sais pas quoi. Il y avait des jeux, en tout cas, qui étaient organisés. Et en fait, j'ai monté. Je suis devenu riche. Parce que je troquais pas mal, j'étais bon en négociation, en troc. Tu sais, j'achetais plein de trucs et je les revendais plus cher. Comme les resellers sur Vinted. Aujourd'hui, moi, je faisais ça autrement. Pareil, je me faisais plein d'amis. À un moment, je gagnais les concours. Donc, les concours où tu gagnais des trucs et tu devenais très populaire, tu te faisais une réputation. Et à un moment, pareil, j'ai été repéré par un type qui avait ce qu'on appelle des sites de fans. Tu sais, comme si tu tenais un forum. Ah oui. Tu vois, comme si une membre de ta communauté faisait un forum sur toi à côté. Et en fait, j'ai été repéré par un mec qui m'a donné ma chance, qui était aussi ado comme moi à l'époque. Et en fait, je suis devenu co-webmaster du site. Co-webmaster du site? Numéro 2 du site, quoi. Ah ouais? Mais à quel âge? Je sais plus, j'avais 14, 15, 16 ans. Oh waouh, incroyable. Ouais. Attends, mais déjà, tu jouais combien de temps par jour? C'était une deuxième journée. Ah ouais, d'accord. C'est dû rentrer chez toi. Refuge. Ah ouais, mais dès le collège? Dès le collège. Et ça s'est intensifié au lycée et tout. Mais ouais, en fait, j'étais tellement populaire. À la fin, j'avais tellement de responsabilités. Tu vois, ce site de fans, je gérais 140 personnes. Incroyable. T'avais des journalistes, des animateurs radio. Mais c'est fou parce que c'est vraiment un monde parallèle. Parce que depuis ce que tu racontes depuis tout à l'heure, c'est que c'était vraiment... Enfin, le Antoine sur... C'était quoi ton pseudo? AB9A. Ça voulait dire Antoine, Besnier, 9 mai, Antoine, avec point de point, des petits trucs stylisés à côté. Mais AB9A, c'était l'opposé de Antoine, en fait. Ouais. Parce que... En fait, j'étais tout ce que j'étais sur ce jeu, populaire, avec plein d'amis riches, c'est tout ce que je n'étais pas dans la vie. Et ça te faisait du bien? Carrément. Carrément, parce que c'est tout ce que j'aurais aimé être dans la vie, en réalité. Et ouais, je gérais à peu près 140 personnes et ça m'a appris à devenir couteau suisse parce que quand tu fais du management à cet âge-là, les gens étaient parfois plus âgés que moi. Je gérais des adultes aussi qui jouaient. Qu'est-ce que tu gérais? Tu faisais quoi concrètement? La ligne éditoriale du site, le fait qu'ils puissent vivre, donc améliorer les fonctionnalités, le fait qu'ils soient plus attrayants. Donc il y avait des développeurs à gérer, il y avait des graphistes à gérer, des animateurs radio. En fait, on avait une web radio, on accueillait Max Boublil à l'époque, les PZK. Et t'avais 14 piges? À peu près, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf avec du recul. Incroyable. Et ça t'a pas donné une confiance? Tu vois, en te disant, putain, je sais faire ça, je peux faire ça, je sais être populaire, je sais m'occuper, machin. Du coup, maintenant, quand je vais au collège et au lycée, tu vois, je lève la tête haute et j'avance et... tu vois, au collège, ça m'a même permis de plus me faire harceler d'un de mes harceleurs. Parce que je lui ai dit, tiens, inscris-toi là-dessus. Et en fait, quand il a vu que j'étais populaire sur le jeu, il en parlait autour de lui. En disant, attention, lui, il est connu là. Ouais, incroyable cette histoire, c'est fou. Et je lui donnais du mobilier pour qu'il me foute la paix. Mais donc, dans la vraie vie, tu lui as dit, tiens, on va sur ce jeu. Ouais. Ok. Et après, il a vu que c'était toi. Ouais. Et il a dit, le mec, je le respecte, attention. Ah ouais, c'est pas une victime. Exactement. Ouais. Ok. Mais, et t'avais des emmerdes sur ce jeu? On te faisait chier ou pas du tout? À un moment, oui. Ok. Parce que quand t'es connu, comme dans la vie, tu as des emmerdes.
il y a de la jalousie. Et moi, les emmerdes que ça m'a valu, c'est un nouveau type de harcèlement. Ok. Là où on connaît pas ton identité, on essaie de la trouver quand t'es Ok. connu. Et en fait, on faisait ce qu'on appelait des IRL, in real life, Ouais. et on se rencontrait, on louait des chambres d'hôtel, des machins, et il y avait un partenariat entre Habbo Hotel, donc le jeu, et le Centre Pompidou, Ok. dans un studio qui s'appelait le studio 1316, je crois, et ils avaient organisé une IRL, et en fait, il y a un mec qui m'a paparazzi, C'est-à-dire? mais il m'a pris en photo, Ouais. et sur le jeu, il a dit, j'ai une photo d'AB9A, je vous la vends contre tant de lingots, ouais. C'était la monnaie du jeu, des crédits. Et c'est mon frère qui m'a prévenu en me disant, mais on essaie de vendre ta photo. En fait, j'avais une valeur. J'étais Mais connu. c'est fou, ça. Quand tu dis que t'étais connu, ça veut dire qu'il y avait 20 000 personnes qui te connaissaient? Non, pas les 20 000, mais tu vois, en fait, t'avais des appartements dans le jeu Ok. et avec des jauges. Tu vois, c'est comme une boulangerie. Si on dit, il Ouais. y a tant de personnes qui peuvent entrer, il Oui, y a tant oui. de personnes. Et moi, quand j'entrais dans un appartement du jeu quelconque, l'appartement devenait complet à un moment. Parce que j'étais là, et les gens se passaient le mot, il est là. AB91 est là, quoi. Ouais, et en fait, je gérais pas qu'un site. Le staff du jeu, eux qui étaient des salariés, m'avaient confié des responsabilités où j'étais devenu responsable des animations du jeu. T'as eu des Où je- parts un peu, des thunes Ah un non, peu? pas du tout. C'était complètement bénévole, et eux, ça les arrangeait bien. Là, tu m'étonnes. Et ouais, ce qui m'a valu de la jalousie. Ouais, donc il y a Et- quelqu'un qui est et- venu paparazzer, donc ils ont dit on va lui vendre. Ok. Ouais, et après, ça, c'est pas le pire, parce que la limite, maintenant, ça me fait marrer. Un jour, on m'appelle directement, moi, mon numéro de téléphone. Et c'est une nana d'un hôpital qui dit vous n'êtes pas venu à votre rendez-vous de chirurgie esthétique. Et je me dis, mais quoi? Et en fait, là, je comprends que quelqu'un a pris un rendez-vous pour moi dans une clinique pour de la chirurgie esthétique. Et en fait, moi, j'étais tellement mal dans ma peau à cette époque-là, parce que je me sentais laid, tout ce que tu veux. En fait, j'étais confiant. J'avais une confiance en moi sur le jeu, mais pas du tout en vrai. Ouais. Mais là, ça m'a démoli. C'était... De quoi? Qu'on te prenne rendez-vous dans un. Bah ouais, Parce que tu crois que t'es moche. Parce Ouais. qu'on tu. Bah oui, toi, tu te dis t'es moche, t'es laid, comme je sais pas quoi. Et Et quand en je te plus dis de laid, ça- c'était le mot. Ok. Et là, c'est vraiment, en plus de ça, Ah ouais, ça vient appuyer là où ça on te prend un fait. rendez-vous pour te faire refaire, Je tu suis sûre vois. que t'étais trop beau parce que t'es très beau. Je suis sûre que t'étais J'en trop sais- beau. Bah, Ça je se sais voit pas. que je te vois quand t'étais enfant. Je pense que en fait, moi, je dis souvent, il vaut mieux partir moche dans la vie, comme Oui, ça, tu peux c'est que clair, t'améliorer, c'est tu vois. clair. Tu sais, Ah ouais. c'est toujours, je prends toujours l'exemple, et d'ailleurs, encore dans mon métier, quand je coach les gens, quand je les accompagne, de leur dire, tu vois, en fait, rien n'est écrit. Tu prends la plus belle fille ou le plus beau mec du lycée, regarde ce qui est devenu aujourd'hui. Mmh. Oui, les choses Tu vois. évoluent, bien sûr, on Bon, je dis évolue pas qu'il tous. est moche, hein, ou Oui, qu'elle oui, est non, moche. mais de toute façon, c'est sûr qu'on évolue. Mais ah ouais, putain, donc quelqu'un avait pris rendez-vous, Ouais, et donc ça a dû te renvoyer à un truc hyper dur, ouais, ça. ça m'a fait super mal. Et t'as ouais. continué à aller jouer. Ah ouais, j'ai continué. Et après, je sais pas, tout ça s'est estompé. Et puis après, bon, Est-ce que ça faisait écho à ce que t'avais vécu avant? ouais, carrément. Et t'avais l'impression que du coup, ça continuait autrement? Ouais, parce que là, tu vois, c'est le sentiment où on t'a fait du mal dans ton refuge. Oui, Donc oui, du coup, très le bien. refuge n'est plus. Et est-ce que tu te dis à un moment, putain, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est fou, quoi. Parce qu'en effet, je pense que c'est exactement ce que tu dis, c'est que c'est un refuge, c'est un endroit où t'es en sécurité, et là aussi, on te fait chier. Ouais, quoi. tu vois, moi, j'avais du harcèlement scolaire, mais à côté, t'en as, c'était pas du tout vu comme un refuge, c'était un jeu, et ils étaient très compétiteurs, et t'en as, c'était un refuge par rapport à leur sexualité, parce que, à l'époque, tu vois, le mariage gay était pas encore passé, aujourd'hui, il y a encore de l'homophobie, malheureusement, Bien sûr. mais là où une personne homosexuelle ne se dévoilait pas dans la vraie vie, elle se dévoilait sur le jeu. Mm. En Et gros. toi, est-ce que du coup, tu te dévoilais sur le jeu? Est-ce que tes amis savaient ce que Antoine avait vécu dans la vie, ce qu'il vivait, ce cyberharcèlement que t'as vécu là? Au début, non. Et après, oui. Et puis, il y a des gens qui sont devenus des amis dans la vraie vie. Et encore maintenant, tu vois, l'avocat de ma boîte, c'était un de mes animateurs sur le ouais. jeu, tu vois. Je Incroyable. n'étais pas censé savoir qu'il allait devenir animateur, Ouais. mais j'ai des amis qui sont encore là. Et c'est Que des t'as amis... rencontré sur ce site. Ouais, c'est des amis qui sont très particuliers parce que eux, ils savent, ils comprennent. Si tu dis dans la vie à quelqu'un, j'étais pendant 10 ans dans une communauté virtuelle et j'y passais Ouais. une seconde vie, Ils vont pas te juger. ils vont pas comprendre. Et du coup, est-ce que tu dirais que cet avatar, il t'a sauvé la vie? Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est un refuge et qui m'a fait
prendre complètement confiance en moi. Tu vois, quand tu participais à des concours sur le jeu, des fois, tu avais des concours vidéo, donc ça t'apprenait le montage. Tu avais des concours de pixel art, donc ça t'apprenait un chouïa le graphisme. Je pense qu'on est complètement... je pense que je suis une vraie boumeuse là-dessus, parce que moi, je suis pas du tout jeu vidéo, mais genre pas du tout, j'ai pas grandi avec ça. Mais là, tu vois, c'est pas un jeu vidéo du genre... Non, mais ce que je veux dire, c'est que cet attrait, genre, je l'ai jamais eu. Genre, moi, j'avais Adibou, s'il te plaît, et Adibou, même ça, j'étais genre, oui, bon, ça me fait chier. Adibou... Non, mais je sais. Mais même les Sims, tu vois. Mon père m'avait acheté les Sims et tout, mais... Et ça en n'a fait, pas pris, quoi. Non, ça n'a pas pris. Et tu vois, je vois mon mec, maintenant, qui aime bien les jeux vidéo, il joue pas beaucoup, il joue pas à ces trucs-là, mais il joue à Red Dead, tu vois, des trucs comme ça. Bon, je connais pas trop, bref. Mais... Tu vois, je pense que c'est hyper intéressant que tu viennes parler de ça, parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir un regard sur les jeux vidéo et tu vois, ces trucs de communauté, ou un truc genre putain, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est encore un geek, il passe à côté de sa vie. Tu vois, moi, on me voyait comme un no-life, un geek aussi de l'extérieur. Mais moi, tu me dis ça et je connais pas ton histoire, je me dis oh putain, le gros geek, il fout rien de sa vie. Bah non, j'ai pas raison. Parce que la preuve, tu vois, on connaît pas l'histoire des gens. Oui, mais tu vois, à côté de ça, je me suis quand même coupé de vraies relations, de vrais moments de vie. Ouais, mais t'en as eu ailleurs. Oui, c'est sûr. Tu vois, tu t'es coupé et en même temps, tu le dis que ça t'a sauvé presque la vie, que tu te sentais, c'était à l'opposé de ta vie. Ça, du coup, ça te galvanisait de se sentir important, d'avoir des responsabilités. Ouais. Même ma mère me disait, t'as du pouvoir là-dessus. Tu vois, trop bien. Mais donc, tu vois, si tu te coupes peut-être de certaines relations, mais en même temps, t'en as découvert autrement. Ouais. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas rien. Ça m'a apporté plein de bonnes choses, et aujourd'hui, moi, je le vois dans mes expériences professionnelles, ça m'a donné la dalle, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, cet avatar Bah, en fait, à un moment, j'ai coupé parce que j'ai pu faire des études supérieures. Ok. Je te dis vraiment, c'est important de te dire, j'ai pu sans ce pouvoir, parce que en fait, vu que j'ai fait un bac professionnel, en France, on voit ça souvent comme un truc de cas sociaux, malheureusement. De ouf. C'est vraiment malheureux. Et en fait, je me suis battu pour pouvoir poursuivre mes études. J'ai pu avoir ce que je voulais, donc j'ai fini dans un DUT, un bac plus 2. Et là, j'étais vraiment bien, et ça m'a fait arrêter le jeu, parce que je me suis dit, là, tes études sup, il faut que tu te battes. Ça y est. Dans ces études-là, j'étais différent. De toute façon, j'ai toujours été différent. Mais j'étais valorisé par mes compétences professionnelles. On voyait bien, quand je faisais des exposés, que j'étais très bon, tu vois. Mais après, j'ai été très bon en bossant toujours plus que les autres. Moi, j'ai toujours eu des difficultés en soi. Je pige pas, tu vois, du premier coup. Je travaille pour piger, pour le coup. Et après, ça m'a emmené à continuer mes études supérieures. Je postule un truc, une pub Facebook d'une école. À l'époque, t'avais pas tant de pubs d'école et tout, t'avais pas... Et je postule et tout, j'ai une réponse, elle me convient pas, je trouve ça un peu automatique et tout, donc je réponds pas. Les gens, ils me font vraiment ils me relancent, mais avec une réponse très personnalisée. Et mon père m'a toujours appris à tout négocier dans la vie, c'est un commercial. Et j'ai décidé de les rejoindre, mais j'ai tout négo. J'ai négo le prix de mon année, et en échange, je suis devenu responsable de la communication, je suis devenu aussi prof de l'école en étant étudiant. Et ce que ça m'a apporté, pour te répondre, concrètement, ça m'a donné la dalle. Ça m'a donné la dalle, même, tu vois, un de mes stages. Mais j'ai rejoint une marque qui s'appelait KissKissBankBank. Mais cette marque, je l'ai pas rejoint en faisant une candidature simple. J'avais envie de prouver, encore une fois. C'était original à l'époque. J'ai lancé une campagne sur Twitter. J'avais un panneau en disant « Moi, stagiaire chez KissKissBankBank ». Et en fait, la marque était mentionnée, et plus tu avais de likes et de retweets, et plus ça notifiait le community manager de la marque. Et à un moment, il m'a écrit en disant « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Et en fait, ça a créé une pression sociale, et du coup, j'avais même de la presse quand on parlait et tout, j'avais créé des relations presse autour. Et en fait, j'ai été convoqué une semaine après, et ils m'ont pris en stage. Et après, fin de mes études, quand j'étais en tour du monde au Canada, à Montréal, j'ai appelé un des fondateurs, et je lui ai dit « Je veux revenir ». Et ils se faisaient racheter, donc ils m'ont créé le poste. J'avais ce luxe. Et il y a aussi c'est important de le préciser, ça m'a donné aussi l'opportunité de donner des cours. Tu enseignes quoi, du coup ? Le crowdfunding, le personal branding, enfin l'image personnelle, du coup, l'image de marque personnelle. Et c'est quand même une des plus belles revanches de ma vie, ça. Parce que les études supérieures, je ne détestais pas, mais je retourne quand même dans un cadre scolaire que je détestais. Ouais, mais là, t'es de l'autre côté. Ouais. Et puis surtout, t'es là pour aider. Ouais. Et en fait, toute ma timidité est partie grâce à mes expériences professionnelles. Aujourd'hui, T'es plus du tout timide ? Tu vois, l'avenir là, ça me c'est pas difficile. Rien, tu vois, c'est pas difficile. Avant, j'étais tout le temps stressé. Maintenant, je suis jamais. Je suis un peu tout terrain maintenant, tu vois, et ça me rend bien service, ça. Mais en fait, on s'est pas compris. Du coup, le chef de département de ma pote m'a appelé en disant apparemment, tu veux donner des cours. Et en fait, j'ai pris la perche et je me suis dit, putain, c'est un super défi, ça. D'être confronté à un monde que t'aimais pas à l'époque. Je me suis mis à faire un cours et je trouve ça hyper excitant parce que tu as une audience.
il faut pas que ce soit soporifique. Moi, j'essaie d'être le prof qu'on aurait aimé avoir. Et aujourd'hui, j'ai des auditoires, des fois, de 200 personnes devant moi. Ouais, À l'époque, est-ce que j'aurais fait? Pas du tout. Non, mais c'est génial parce que toi Je me qui as serais pissé été dessus. timide, maladif, Ouais. qui t'avais peur de te faire taper dessus, etc. Et puis c'est arrivé et que là tu prends cette revanche en disant maintenant c'est carrément. moi qui enseigne, c'est Et super. tu vois, j'ai eu un déclic parce un jour, on m'a posé une question. Et moi, je leur dis toujours, vous pouvez me poser toutes les questions. Je suis entrepreneur, j'ai été salarié. Posez moi-même des questions sur le blé, si vous voulez. J'y réponds de manière cash. Et finalement, cette nana, elle me posait la question la plus lambda. C'est si tu avais un conseil à me donner, ce serait quoi? Et là, il y a un truc qui est arrivé, mais du fin fond de je ne sais où dans mon corps. Et je lui ai dit, bah, tu vois, quand t'es jeune et que t'es différente, bah, on se moquera de toi, tu vois. Par contre, quand tu grandis, bah, cette différence, c'est tout ce qu'on recherchera de toi. Parce que c'est terriblement chiant d'être comme les autres. Et du coup, la finalité, c'est cultive cette différence. Du coup, moi aussi, j'ai plein de petites questions. Il y a un truc qui s'appelle la boîte à messages maintenant, où l'idée, c'est que je te donne des situations précises et tu auras carte blanche pour y répondre. Okay. Donc, qu'est-ce que tu dirais à un enfant harcelé? Parle-en. Après, c'est facile de dire ça comme ça, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas obligé d'en parler directement à ses parents. Si on arrive à le faire, il faut le faire, évidemment. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ont été mises en place. Le harcèlement scolaire, on en parle. Il y a de la prévention, il y a de la communication. Les numéros qui existent, il faut les appeler. Ouais. Un enfant harceleur? J'aimerais lui poser des questions en disant qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te fait de faire ça. En fait, j'aimerais le confronter à ce qu'il fait et lui dire bah, je sais pas, si on faisait ça à ton frère ou à ta sœur, tu le vivrais comment, tu vois? Aux parents d'un enfant harcelé? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Ouais, j'ai aucune réponse. Je sais pas, parce que quand t'es parent, t'essaies de faire bien, tant bien que mal, mais il y a pas de réponse. Après, bah, je dirais, faites comme mes parents. Essayez de prendre les choses en main et prendre les choses en main, bah, c'est appeler d'autres personnes pour se faire aider. Et de questionner son enfant. Ouais. Moi, c'est ça que j'aurais envie de dire. Ouais, mais moi, aussi. tu vois, je peux même pas le dire parce que je n'aurais pas répondu. Ouais, Donc, mais toi, c'est toi. Mais vu que là, on pose la question à potentiellement, qu'est-ce que tu dirais à? Moi, je pense que ça peut être bien aussi parce que, en tant que parent, on sait pas ce qui se passe, tu vois, à l'école avec nos enfants. Ouais. On a beau leur poser des questions, ils vont pas tout nous raconter. Mais juste aussi de dire, je suis là, s'il y a un problème, tu m'en parles. Ouais, carrément. Ça vaut ce que ça vaut. Mais tu vois, c'est posé. Et tu dirais quoi aux profs qui voient un enfant harcelé? Bah, prenez vos responsabilités. Elles sont pas toujours prises. Des fois, c'est ignoré parce que bah, le prof n'a peut-être pas envie de s'exposer. Aujourd'hui, les profs aussi ont Bien sûr. il y a des conséquences derrière. Un prof aussi, il peut très bien se faire attendre à la sortie. Hein. On a vu Bien des sûr. actes horribles. Enfin, évidemment, je pense à Samuel Paty, mais à d'autres profs dont on parle moins. Et aussi, bah, ça engage des trucs administratifs, je pense. Et il y a aussi de la flemme. Il y a aussi une ignorance, hein, je pense. Complet. Tu dirais quoi aux gens qui disent rien, qui voient mais qui disent rien? Parler, c'est mettez-vous au milieu. Pareil, prenez vos responsabilités. Parce qu'en soi, tu vois, un adulte qui va pas intervenir, je sais pas, si moi je me fais foncer dessus à vélo, s'il n'intervient pas, bah, c'est de la non-assistance des personnes en danger. Bah, là, tu vois, en soi, c'est pareil. Ouais. Est-ce que toi, justement, il y a des restes du harcèlement scolaire? Ouais, bah, il y a des restes. Cette dalle que j'ai, cette faim de toujours aller plus loin, elle est encore là. Et aujourd'hui, elle me bénéficie parce que je crée une boîte, je suis entrepreneur. Donc, c'est cool d'avoir la dalle. Mais dans ma vie perso, tu m'entends pas. J'ai quand même cette timidité qui reste là. Et puis après, ça m'a posé un problème de kinésphère, je crois que ça s'appelle. Ça veut dire La quoi? kinésphère, c'est, bah, tu vois, tu as une distance sociale quand tu parles à quelqu'un. Bon, nous, on est plutôt éloignés aujourd'hui. Mais si tu me parles vraiment trop près, ça va vraiment me gêner. Ou même les gens un peu tactiles, ça me dérange. Ça te fait peur? C'est pas que ça me fait peur, c'est que j'arrive... T'as du mal. En fait, pour moi, tu vois, ce que j'ai vécu, c'est... On m'a sali, c'est une sorte de viol en soi. Pas sexuel, mais c'est un viol physique. Et il faut pas le diminuer. Tu vois, bah, il y a le toucher de certaines personnes, j'ai vraiment du mal. Et tu vois, la kinésphère, c'est que je suis capable de sentir quelqu'un arriver. Tu vois, si t'es là, et ben je vais le sentir. Ah, et des fois, il m'est même arrivé de retirer une main avant qu'elle arrive sur moi. Tu vois. T'es en hyper-vigilance quand même. Ouais, je suis quand même en hyper-vigilance. T'as peur encore? J'ai eu peur de la société parce qu'elle est de plus en plus violente. Après, là, aujourd'hui, quand je me balade dans la rue, non, j'ai pas peur. T'as pas peur qu'on te fasse chier, qu'on te raquette, qu'on te tape? T'as plus ces peurs-là?
j'ai plus ces peurs-là, mais il faut. En fait, aujourd'hui, j'essaie de pas penser au mal, tu vois, parce que sinon, ça te pourrit comme ça m'a pourri à l'époque. Est-ce que t'as des enfants? Non. T'as pensé à ça? Ouais. Ah bah carrément. Moi, j'adorerais, je pense, être papa. Après, aujourd'hui, je pense que par rapport à la société actuelle, il y a de quoi y réfléchir, parce que c'est aussi un acte égoïste d'avoir un enfant. Oh, tout à fait. On va le confronter à un monde qui est pas forcément très cool. Après, ouais, j'ai envie, mais ça me fait peur. Qu'est-ce Et qui j'ai te fait peur? peur qu'il lui arrive ce qui m'est arrivé. Parce que tu vois, comme tu l'as dit, un enfant, tu peux lui poser des questions, mais est-ce qu'il y répondra? Est-ce qu'il y répondra véritablement? Bah, je sais pas, moi, tu vois, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans et demi. 4 ans et demi, tu vois, Ouais. c'est tout petit. On lui répète avec mon mec qu'il est dans une safe place, je déteste ce mot, hein, mais que c'est un peu ça, tu vois, qu'il peut tout nous dire, que tant qu'il nous dit la vérité... Mais est-ce qu'il le dira, à ton avis? Je sais pas, parce qu'à 4 ans et demi, c'est un petit mytho, lui, tu vois. Donc il s'invente des histoires et tout. Mais je sais pas. Mais en tout cas, on essaye de lui amener Je fais tout pour, tu crées un terrain. toujours, tu vois. Et puis même nous, on a pris l'habitude, encore une fois, il n'a que 4 ans et demi, mais on a pris l'habitude de lui raconter nos journées, de lui dire, tu vois, quand on est triste, quand on est content, sans rentrer dans tous les détails parce que c'est un petit. Mais en tout cas, je ne peux être sûre de rien parce que c'est le futur et je peux pas savoir, mais j'essaye de lui apporter ce bagage de sécurité, de dire que tu peux nous parler, on va pas te juger, on t'aimera toujours quoi qu'il. Mais tu vois, c'est avec mon mec, c'est l'un de nos flips qu'un jour il se fasse harceler ou pire que ce soit un harceleur. Mais tu vois, c'est pas pire d'ailleurs. Cette safe place, c'est ce que moi aussi j'essaierai de créer. Après, tu vois, ma peur, c'est aussi de couver comme ma mère l'a fait. Mais en tout cas, moi, j'essaierai de montrer mes émotions. Tu vois, pour moi, un homme, avant, ça pouvait pas pleurer, tu vois. C'était fort, tu vois. Bah oui, forcément, ton père il y a aucun souci. Et des émotions, et pleure, ça te fera du bien. Enfin, voilà. Et les réseaux sociaux, c'est un truc qui pourrait te faire peur si t'as un enfant? Ouais. Mon père a cette conscience-là, et il l'a dit une fois à table, ça m'a marqué, il a dit s'il y avait eu les réseaux sociaux, tu serais mort. Oh, waouh. Enfin, tu serais peut-être plus là, un truc dans le genre. Violent. Et je pense qu'il a raison. Ah ouais? Bah ouais, parce que là où à l'époque, tu vois, on était aux prémices de Facebook, où en plus Facebook c'était sur de la cooptation, c'était un truc d'établissement avant. Et je pense que, bah ouais, là où j'étais harcelé à l'école, ça m'aurait suivi à la maison. Et en fait, c'est vrai qu'il y en a, c'est vrai, t'as raison, parce qu'il y a des jeunes enfants qui se sont suicidés parce que t'as des trucs sur Instagram, tu sais, t'as des groupes maintenant où tu peux mettre plein de gens dedans. Et il y a eu une histoire il y a pas très longtemps d'un jeune garçon qui s'est fait harceler énormément. Et puis non, mais il y en a plein. Puis il y a ceux dont on parle et plein qui sont invisibles, tout à fait, qui sont harcelés et qui se scarifient ou font des tentatives de suicide. Je crois que j'ai vu un documentaire, il y en a un qui s'était immolé aussi. Oh là là. C'est une horreur. On se rend pas compte de mais tu vois, si tout ça te suit à la maison, non, mais bien sûr. Qui s'y te reste? Est-ce que tu leur en veux à ces gens qui t'ont harcelé? Non, parce que je crois que ça sert à rien d'en vouloir. Et ensuite, je les excuse pas non plus, hein, attention. D'ailleurs, aujourd'hui, si je les voyais, j'aimerais qu'ils reconnaissent d'eux-mêmes. Tu vois, c'est pas à moi de poser une question en disant est-ce que tu es conscient de ce que tu as fait? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai 31 ans, tu peux avoir un enfant, même avant. Et s'ils ont des enfants, j'aimerais qu'ils aient cette peur, parce qu'eux l'ont fait. Mais t'as jamais ressenti le besoin de leur parler, de leur dire j'ai souffert, tu m'as fait ça? Non, mais j'aimerais qu'ils reconnaissent et que, avec du recul, ils se disent bah ouais, en fait, j'avais pas conscience et c'est pas bien ce que j'ai fait. Juste qu'une personne ait la conscience et de reconnaître que. Mais après, non, je les excuse pas non plus, mais est-ce que à cet âge-là, t'as conscience de ce que t'as fait? Et ensuite, pareil, je connais pas leur vie. Est-ce qu'ils faisaient ça pour se défouler parce qu'à la maison ça allait pas? En fait, je pense que derrière le harcèlement scolaire, il y a une raison, tu vois. Pourquoi ta boîte, tu l'as appelée Mayday Mayday? Est-ce que c'est ce truc de l'appel à l'aide? En fait, Mayday, à la base, c'est un storytelling c'est un Français dans son avion qui allait en Angleterre et il a dit venez m'aider. Je crois que les Anglais ont rien compris, ils ont entendu Mayday. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des codes que tu entends dans l'aviation. En fait, moi, les gens qui font du financement participatif, ils disent venez m'aider. Mais oui, il y a un easter egg en soi dans le nom, c'est l'appel que j'ai pas su passer à mes parents. Ça, ils le savent pas. Peu de gens le savent, parce que quand je décris ma boîte, quand je suis en position de vente, forcément, je vais pas là-dessus, tu vois. Mais ça, c'est l'occasion de le dire. Ouais. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir. Antoine de nous avoir partagé ton témoignage. C'était très intéressant. Je pense que ça fera écho à beaucoup de parents, je l'espère, et d'enfants qui sont peut-être passés par là ou qui ont été de l'autre côté harceleur.
Avant de conclure cet épisode, je voulais juste vous dire que je pense bien fort à vous, toutes les personnes qui ont vécu le harcèlement, de près ou de loin. Je vous rappelle que si vous ou l'un de vos proches est victime de harcèlement, vous pouvez vous faire aider et vous n'êtes pas seul, vous pouvez parler, c'est important. Vous pouvez appeler le 3018 qui est le numéro national unique et gratuit pour alerter en cas de harcèlement et de cyberharcèlement. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont écouté. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast et que la billetterie du Podcast Tour 2026 est à retrouver sur mes réseaux sociaux et sur les internets. Il y aura 5 dates uniques pour parler de sexualité où l'idée c'est vraiment de pouvoir échanger ensemble, de vous donner la parole, etc. Bref, ça va être super. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine, même studio, même micro. Salut. Podcast.